l'angoisse peut induire des réponses agressives et parfois aussi la fuite. Hein, quelqu'un qui m'angoisse, je peux me dérober ou parfois être un peu évasif. Je cite un cas qui vous intéresse. Imaginons que l'amour s'en est allé. Hein, je ne sais pas comment annoncer la mauvaise nouvelle à un conjoint qui n'a plus mes préférences. Alors, sous-entendu que vous avez compensé une émotion par une autre. Alors, nous avons bien compris tout à l'heure. Nous appliquons bien la règle. On a dit que les médecins avaient des annonces difficiles à faire, mais nous pouvons aussi, nous, dans notre vie affective, parfois, notre vie privée, avoir des mauvaises nouvelles à annoncer. On l'a vécu peut-être, ne serait-ce qu'adolescent. Bon, comment dire qu'on préfère la copine. Voilà. Eh bien, soit on sera agressif, c'est-à-dire on va culpabiliser. Ah, je t'avais bien dit d'être gentil avec moi, voilà, je ne t'aime plus. Tu as pris 5 kilos depuis, tu ris moins. Bon, alors il y a cette solution de l'agressivité, de détruire l'autre, de le culpabiliser, mais il y a aussi la fuite qui consiste à envoyer un petit texto en disant « nous ne nous verrons plus jamais ». Voilà. Un poète, le poète. Plus jamais, il n'y a même pas l'espoir de partir ou de dire à un tiers, est-ce que tu peux aller lui raconter ceci, cela. Là, l'angoisse... Va chercher les meubles et les valises, et après j'envoie le texto. Au fait, je t'ai quitté. C'est bon. Alors tout ça pour dire que la bonne solution, la bonne attitude est toujours un peu entre deux extrêmes. Oui. Je retrouve la doctrine d'Aristote du juste milieu. Et en la circonstance, dans l'angoisse, à supposer qu'elle soit diffuse, hein, que ce soit juste un fond d'angoisse, qui soit donc supportable, eh bien, se laisser travailler par l'angoisse, c'est aussi aller voir les autres, parce que dans l'angoisse, il y a un besoin d'oxygène, donc d'aller demander conseil à des tiers. Qu'est-ce que tu vois, toi, de là où tu es ? Est-ce que tu as déjà vécu ce genre d'expérience? Quels sont les conseils que tu me donnes? Et puis à un moment donné, on va trouver quelqu'un qui a vécu un scénario identique au nôtre et qui nous paraîtra transposable à notre cas. Et là, l'angoisse va se dissiper puisque la solution sera trouvée. C'est souvent d'ailleurs pour ça peut-être que l'angoisse nous prend le soir hein, ou la nuit, parce qu'on peut justement déranger personne. Donc vous faites avec jusqu'à l'aube. Non mais c'est pas vrai. C'est pas évident que l'angoisse nous prenne à un moment où on peut... Et puis en plus, si on a des amis, c'est-à-dire des vrais amis, on va pas les embarrasser avec nos angoisses nocturnes. On les angoisse Enfin, on va les embarrasser si on les respecte en tant qu'amis, avec les vrais soucis, il me semble. Parce que sinon, alors, c'est abuser de leur gentillesse, ou de la sympathie, ou de l'amitié, ou l'affection qu'ils nous portent. Donc il y a ce double échange aussi qui est possible. Oui, non, j'ai rien enfin, attends, vous m'avez expliqué quelque chose, je comprends pourquoi dans les années 60, beaucoup disaient « Ah mais on part acheter un paquet de cigarettes » et beaucoup redoutaient que la personne ne remonte pas. C'était ça la fuite finalement. Oui. C'était une façon c'était la dérobée ou la dérobade complètement. Mais alors là encore, c'est plus féminin ou masculin tout ça là? Parce que du coup je suis en train de me demander. Alors, excusez-moi, je ne vais pas faire de guerre de sexe, mais... Je laisse le soin de résoudre cette question à d'autres plus compétents que moi. Je dirais que... Oui, alors, je dirais que la philosophie postule à ces risques et périls hein, qu'il y a une condition humaine, une universalité de conditions et qu'il y a des situations que tous nous allons vivre, qu'on soit jeune, vieux, qu'on soit femme, homme, peu importe d'ailleurs, je considère qu'il y a un noyau affectif inentamable, c'est-à-dire que même en dehors de nos contrées, il y a des émotions universelles. Il y a par exemple quand un fanatique fait exploser une école, l'émotion de compassion et d'indignation, de stupéfaction, je pense qu'elle est universelle, que sur tous les continents, tous les peuples la ressentent. Et donc il y a aussi une éthique universelle, parce qu'il y a des émotions récurrentes, inentamables, et dans 300 ans, les gens continueront à penser que cette barbarie est inqualifiable et mérite d'être
d'être sanctionné. Donc vous voyez que pour moi, la sensibilité, bien loin d'être quelque chose de volatile, au contraire, c'est l'ancrage le plus puissant pour les normes beaucoup plus précieux que les normes juridiques ou religieuses qui, elles, peuvent évoluer au cours du temps. Mais les émotions nous donnent un ancrage pour nos valeurs qui est intangible. On peut dire qu'il y a un sentiment de justice, en décalage avec peut-être la justice telle qu'elle est rendue, on va dire, dans les tribunaux. Oui, c'est-à-dire qu'on peut sentir, comme vous parliez tout à l'heure de compassion, effectivement, je peux voir ou je peux assister à une scène où quelqu'un est lésé par quelqu'un d'autre et m'en offusquer, ou je peux avoir une sorte de... C'est là aussi peut-être que peut venir la compassion, l'empathie. Oui, alors je cite d'ailleurs dans mon ouvrage le récit de Itard, qui était un psychiatre. On connaît bien nous ça en philosophie, puisque les élèves adorent qu'on leur raconte l'histoire du sauvage de l'Aveyron, qui s'appelait Victor. Et Victor, qui a été ramassé dans la forêt à l'âge de 6 ans, qui avait été élevé par des loups. Et Itard se prend d'affection pour lui et il veut mettre à l'épreuve certaines idées philosophiques comme le sensualisme, le rationalisme. Est-ce qu'il y a un sens inné de la justice? Et il décide un jour de livrer son jeune patient, si j'ose dire, à une expérimentation qui aujourd'hui ne rencontrerait pas l'aval du comité d'éthique, qui est de le soumettre à une sanction pour une faute qu'il n'a pas commise. Eh bien, dit-il, Itard a éprouvé une colère, une indignation face à cette injustice. Et là, Itard était au comble de l'euphorie de chercheur, puisqu'il avait la preuve qu'il existait en l'homme un sens inné, une intuition de la justice, puisque même l'humain qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas reçu l'instruction, eh bien, est capable d'éprouver une injustice. Alors ça peut nous laisser quand même songeur cette question, parce que quand on voit que dans certains systèmes où on a mis en place la torture, ou des systèmes idéologiques qui amènent à une sorte de barbarie, ou même, rappelez-vous, cette expérience aux États-Unis qui avait été faite, et après on avait fait une émission en France, où on faisait croire à quelqu'un qu'il envoyait des pulsions électriques, à quelqu'un qui à l'autre bout n'était pas visible, mais qu'on entendait gémir ou crier, et en même temps, en plus, on envoyait des doses qui, à un moment donné, même si on n'entend plus crier, parce qu'à un moment donné, ils étaient évanouis, soi-disant, on se dit, là, c'est bon, c'est mortel, on arrête. Pourquoi, à un moment donné, en entendant pourtant les gémissements, c'est surprenant quand même qu'il n'y ait pas... C'est l'expérience de Billy Graham, oui, de la fin des années 60, qui montre en fait la puissance du groupe. Et effectivement, mais il y a même l'exemple encore plus flagrant de l'anesthésie du cœur du peuple allemand, qui reste quelque part assez incompréhensible, malgré tous les travaux des historiens, parce que précisément, nous nous prêtons les uns les autres la capacité à entrer en empathie avec les souffrances d'autrui. On considère que la compassion, c'est une expérience affective naturelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, 70 ans après, on a beau nous expliquer le processus historique, on se dit, mais c'est incroyable, comment peut-on à ce point être privé de toute émotion de compassion et en nombre aussi important. Alors l'une des pistes, c'est de dire qu'effectivement le groupe, l'effet du collectif peut induire des pertes totales de sensibilité. Et puis l'anesthésie de la raison aussi, voilà. Le cas. Mais alors, vous voyez, pour la banalisation du mal. Voilà, je crois qu'il y a dans l'évolution des mœurs, et sous l'effet de l'individualisme, qui finalement est une culture un peu ambivalente, mais qui produit une émancipation de la sensibilité. Et aujourd'hui, je crois que nous ne connaîtrons plus ce genre de barbarie collective. Je crois qu'il y a une émancipation de la sensibilité, une émancipation compassionnelle, qui fait qu'aujourd'hui, par les moyens de communication virtuelle, il y a une possibilité de réaction en chaîne très rapide, et qui fait qu'aucun dictateur ne pourrait, je crois, conditionner les esprits à ces boucheries. Nous avons
moi j'ose le dire, nous avons horreur de la guerre.